Alors si tu es parmi les croyants, il ne te faut pas oublier l'essentiel. Alors revenons à l'essentiel. Prédication, chant de louange, prière. C'est dans une atmosphère de foi et d'adoration que s'est tenue à Didogomé la convention de Pâques de l'église de Pentecôte du Togo, région maritime B. Depuis le 17 avril, des centaines de fidèles se sont rassemblés autour du thème tiré du premier livre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le thème de ce jour est très important pour nous. Parce que si nous retournons au thème tiré de 1 Corinthiens 2, chapitre 2, Paul dit qu'il ne veut rien savoir, d'autre que la résurrection, que Christ et le Christ ressuscité. Bon, ce qui est, disons, si nous voulons parler un peu de l'arrière-plan de ce thème, il est arrivé dans l'église de Corinthe des divisions, des malentendus, et des gens étaient vraiment éloignés de l'essentiel. L'essentiel qui est de connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, l'essentiel qui est de comprendre la croix, comprendre la résurrection et ce pourquoi nous sommes sauvés. Donc ils ont quitté l'essentiel. Ce qui a poussé Paul à leur déclarer et cela en les invitant à retourner à l'essentiel qui est Jésus-Christ et non les divisions et les philosophies du temps. Une ambiance à la fois recueillie et festive, partagée dans 23 sites à travers le pays. Ici, les fidèles ont vécu 4 jours d'enseignement, de prière, mais aussi de caravanes d'évangélisation pour porter la bonne nouvelle hors des murs et gagner de nouvelles âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est d'abord une reconnaissance à Dieu parce que cette convention de l'année 2025 a été marquée par vraiment un thème qui fait appel à toute l'église entière, l'église de Christ. Parce que nous avons remarqué dans cette convention que sans la mort de Christ, notre foi n'a pas de sens. Le pilier de notre foi confessée en Christ, c'est la mort et la résurrection de Christ. Cette semaine a été très édifiante en ce sens que ce n'est pas seulement l'aspect commémoration de la Pâque que nous avons vécu, mais nous avons été plutôt édifiés sur le message de Christ, le soubassement de notre foi, comment est-ce que nous devons retourner à Christ pour pouvoir vivre pleinement notre foi. Et nous repartons avec espoir que nous savons désormais le repère par rapport auquel nous allons pouvoir évoluer. Ce dimanche a vu l'apothéose de cette convention, mais l'espérance de la résurrection, elle, continue d'habiter le cœur des fidèles. Rappelons que l'église de Pentecôte du Togo a pour actuel président l'apôtre Samuel Lawson. Certains pays côtiers du Golfe de Guinée subissent des attaques djihadistes régulières contre leurs postes militaires à leur frontière nord. Ainsi, ces pays dont le Togo sont confrontés à la menace terroriste qui déborde du Sahel. La situation préoccupe plus d'un. C'est à cet effet que la Fondation Konrad Adenauer compte accompagner les pays côtiers dans leur lutte contre le phénomène. Elle a réuni à Lomé cette semaine des élus locaux, des responsables gouvernementaux, des juges, des chercheurs et représentants de la société civile de plusieurs pays de l'espace CEDEAO et de l'Alliance des États du Sahel, AES. Il s'agit de dégager des pistes de réflexion afin de renforcer la résilience des États côtiers à travers une approche intégrée mêlant sécurité, développement local et gouvernance locale. Rappelons que le Togo, quant à lui, a déjà mis en place des initiatives pour non seulement lutter contre le phénomène, mais aussi prévenir l'extrémisme violent. Parmi ces initiatives, l'on peut citer la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent 2022-2026, le programme d'urgence pour la région des Savanes Peus et surtout l'opération Konjoari. 3 ans après l'adoption de la loi contre les violences sexuelles en milieu scolaire, le Togo affiche une fermeté sans équivoque. Le gouvernement ne se contente plus de simples avertissements. Désormais, il applique des sanctions, engage des poursuites judiciaires et organise des campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale. En mars 2025, une affaire très médiatisée dans la région des Plateaux a marqué un tournant. Plus de 40 élèves ont été sanctionnés pour avoir mis enceinte des camarades de classe. La loi a frappé.
Tous les auteurs ont été amenés à répondre de leurs actes, a affirmé Françoise Simala, responsable de la cellule genre au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. La législation en vigueur prévoit des sanctions sévères pour la pédophilie. Les coupables peuvent écoper de 10 à 20 ans de prison, plus une amende de 25 à 50 millions de francs CFA. En ce qui concerne l'abus d'autorité, les peines vont de 1 à 5 ans de prison, assorties d'amendes importantes. Pour les grossesses provoquées sur les élèves, les coupables peuvent écoper de 1 à 5 ans de prison, jusqu'à 5 millions d'amendes, doublées en cas d'abus de pouvoir. Le viol est puni de 10 à 25 ans de prison, pouvant aller jusqu'à 30 ans si la victime est mineure. Le gouvernement mise aussi sur l'éducation. Une campagne nationale a récemment sensibilisé 30 000 élèves dans 14 préfectures avec un grand rassemblement à Lomé. L'objectif est d'informer les jeunes sur leurs droits et les conséquences juridiques des actes de violence sexuelle en milieu scolaire. En Afrique subsaharienne, les céréales occupent une place fondamentale dans le quotidien des populations. Maïs, mil, sorgho et riz constituent la base de l'alimentation. Pourtant, malgré une production locale non négligeable, la région reste dépendante des importations, notamment pour le riz, dont la consommation ne cesse de croître. Selon les récentes estimations du département américain de l'agriculture, les achats de riz effectués par les pays subsahariens franchiront pour la première fois la barre des 18,6 millions de tonnes en 2024-2025. Il s'agit d'une hausse d'environ 7% par rapport à la campagne précédente. Cette progression est portée par la croissance démographique, l'urbanisation et une transformation des habitudes alimentaires, notamment en Afrique de l'Ouest, avec des pays comme le Nigeria, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire. Dans le même temps, la production mondiale connaît aussi un pic avec la levée des restrictions à l'exportation de l'Inde. Cette disponibilité pourrait faire baisser les prix sur les marchés internationaux, une aubaine pour les pays africains. Mais cette dépendance aux importations n'est pas sans risque. La fluctuation des prix, les tensions géopolitiques et le changement climatique imposent une réflexion urgente. Le renforcement de la production locale de riz s'impose comme un enjeu stratégique pour la souveraineté alimentaire de la région. Les autorités sanitaires tirent à nouveau la sonnette d'alarme face à la persistance de la malnutrition aiguë chez les enfants au Togo. En 2024, 11 831 cas ont été officiellement signalés, mettant en lumière une crise sanitaire qui continue d'affecter gravement certaines régions du pays, notamment le nord. En effet, la région des savanes demeure la plus touchée avec 5 630 enfants souffrant de malnutrition aiguë pris en charge cette année. Une situation qui a pour cause la vulnérabilité socio-économique des populations et des conditions climatiques difficiles qui entravent l'accès à une alimentation suffisante et équilibrée. En deuxième position vient la zone du Grand Lomé qui enregistre 1933 cas, suivi par la région maritime avec 1194 cas et Kara avec 1169 cas. À l'inverse, la région des plateaux a recensé le moins de cas avec 847 enfants pris en charge en 2024. Par ailleurs, les prévisions pour 2025 sont préoccupantes. D'après les autorités sanitaires, le nombre d'enfants à prendre en charge pourrait atteindre 12 387 à l'échelle nationale. Un changement notable se profile à l'horizon puisque le Grand Lomé étant appelé à devenir la zone la plus touchée avec 3 118 cas attendus, surpassant ainsi les savanes dont le chiffre est estimé à 2 707. Les prévisions indiquent également 2 324 cas dans la région des plateaux, 2 125 dans la région maritime et 2 123 dans la région de la Kara, traduisant une répartition plus homogène de ce fléau désormais présent dans toutes les régions du pays. Face à cette crise silencieuse mais profondément impacte, le gouvernement appelle à une mobilisation accrue au-delà du secteur de la santé. La première phase du 5e recensement national agricole a recensé 677 692 ménages agricoles sur l'ensemble du territoire, avec 85% concentrés en zone rurale. Fait notable, 78% des exploitants cultivent sans garantie foncière, ce qui constitue une fragilité structurelle persistante. Par ailleurs, 57% des ménages
cultivent des superficies égales ou inférieures à 2 hectares et seule une minorité de 6,24% utilise des tracteurs. La feuille de route gouvernementale 2020-2025 place l'agriculture au cœur du développement économique en misant sur la mécanisation, l'augmentation des rendements et le soutien aux filières à forte valeur ajoutée. Parmi les initiatives phares, le projet de transformation agroalimentaire du Togo renforce les chaînes de valeur agricole en intégrant les infrastructures adaptées, notamment des routes rurales, pour faciliter l'écoulement des produits. Le Programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle PNIAZAN a, quant à lui, permis une augmentation notable des produits de maïs, de riz et de manioc, réduisant ainsi la dépendance alimentaire et renforçant l'autosuffisance nationale. Avec pour objectif de faciliter l'activité agricole aux exploitants en favorisant l'augmentation de la production, plusieurs mesures sont prises ces dernières années au Togo. Il s'agit entre autres de la mise à disposition des lots de matériel agricole motorisé, composés de matériel de préparation de sol, d'entretien de culture et de récolte. L'acquisition fin 2023 de 500 tracteurs et accessoires, dont 80 ont été fournis et mis à la disposition des producteurs et l'exonération des taxes de douane sur le matériel et les équipements agricoles. Dans le cadre de la mécanisation de l'agriculture, il est prévu la construction de 6 centres de mécanisation agricole à travers le pays. Ils auront pour mission de découvrir les besoins de mécanisation dans les régions et de mettre à disposition des producteurs du matériel et équipements agricoles devant servir à préparer le sol, à entretenir les cultures, les récoltes et tâches post-récolte et bien d'autres. La seconde phase du recensement, amorcée le 7 avril, se concentre sur les productions vivrières, l'élevage, la pêche et l'arboriculture. Cette étape permettra pour sa part de disposer d'un panorama plus complet en vue de répondre aux besoins d'investissement agricole et structurer les chaînes de valeur rurale. Qui a vu Joseph Kabila à Goma? Pour le moment, aucune image ni aucune déclaration officielle ne témoigne du passage de l'ex-président congolais dans la capitale du Nord Kivu. Il faut donc s'appuyer sur des sources concordantes venues de son entourage ou encore de l'AFC M23 qui occupe la ville pour l'affirmer. Il serait arrivé vendredi soir en provenance de Kigali. Ce samedi à Goma, les habitants étaient partagés, certains enthousiastes, d'autres indifférents. Je ne pense pas qu'il y aura un changement. Kabila nous a dirigés pendant 18 ans et à l'époque, il y avait les M23. Alors je ne pense pas que sa venue aujourd'hui va changer quelque chose. On ignore encore si l'ancien président est toujours au Congo ou s'il est repassé au Rwanda. Mais il aurait enregistré une déclaration politique en vidéo. Un verbatim circule déjà, des sources proches l'assurent authentique. On peut y lire « Le temps des silences est révolu ». À Kinshasa, son parti, désormais dans l'opposition, se félicite. Cette partie du territoire est occupée par ces forces négatives. Mais comment nous pouvons arriver à réconcilier? Comment nous pouvons arriver à travailler pour la réorganisation de la paix sans passer par là où il y a des problèmes? À vrai dire, cette arrivée ne surprend pas. Début avril, il avait lui-même annoncé son retour depuis l'Afrique du Sud où il vivait, sans préciser la date. Il disait vouloir rechercher une solution à la crise. Du côté des autorités de Kinshasa, on connaît déjà l'opinion du président Tshisekedi. Celui-ci a accusé plusieurs fois son prédécesseur d'être derrière la rébellion AFC M23. En République démocratique du Congo, le gouvernement a suspendu toutes les activités politiques du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Il s'agit du parti de Joseph Kabila. Les autorités accusent l'ancien président de conduite ambiguë et de complicité dans l'agression en cours de la part des rebelles soutenus par le Rwanda dans l'est du pays. Cette annonce fait suite au retour inattendu de Joseph Kabila dans le pays après un an d'absence en Afrique australe.
Dans une déclaration datée du 8 avril, l'ex-chef de l'État congolais a cité la détérioration de la situation sécuritaire et la délinquance des institutions nationales comme les raisons de son retour, affirmant qu'il avait pris la résolution de rentrer sans délai et choisi de commencer son voyage à partir de l'est du Congo parce qu'il y avait péril en la demeure. Le 19 avril, Kabila a été aperçu à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, près de la ligne de front du conflit entre l'armée congolaise FARDC et le M23 AFC. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a condamné la posture ambiguë de l'ancien président, qui n'a toujours pas condamné l'occupation du territoire congolais par des forces rwandaises et leurs alliés rebelles. C'est un procès sans précédent en Tunisie. Un procès devenu pour beaucoup le symbole d'une dérive autoritaire qui s'installe dans le pays. Depuis le début du mois de mars, 40 accusés comparaissaient devant le tribunal de première instance de Tunis. Parmi eux, des figures centrales de l'opposition, chefs, partis politiques, avocats, militants de la société civile. Tous étaient accusés de complot contre la sûreté de l'État et contre le président Kais Saïd. Leurs condamnations sont tombées ce samedi matin par le biais de la TAP, l'agence de presse officielle. Les peines de prison prononcées contre les accusés dans l'affaire du complot contre la sûreté de l'État varient entre 13 et 66 ans. Des peines particulièrement lourdes qui renforcent les craintes d'un recul profond des libertés en Tunisie. Au motif de complot contre l'État s'ajoute l'accusation pour certains d'adhésion à un groupe terroriste. L'audience s'est tenue à huis clos, sans journalistes et sous haute surveillance policière. Seuls les avocats de la défense étaient présents. Plusieurs d'entre eux ont dénoncé une mascarade judiciaire. Depuis des mois, les proches et sympathisants des accusés manifestent régulièrement leur soutien. Il est clair que l'accusé dans ce procès est l'opposition qui représente la liberté de penser, d'expression, de se rassembler, de participer de manière pacifique à la vie publique. La plupart des accusés sont des membres du Front du Salut National, une coalition d'opposition au président Kais Saïd. Depuis le coup de force de l'été 2021, par lequel le président tunisien s'est arrogé les pleins pouvoirs, les voix critiques se multiplient. Défenseurs des droits humains et opposants dénoncent une régression rapide des libertés. Une inquiétude partagée jusque dans les instances internationales. En février dernier, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme parlait sans détour de persécution des opposants en Tunisie. Assurant que son pays n'a pas d'autre choix que de poursuivre les combats à Gaza, Benyamin Netanyahou a fixé 3 objectifs à atteindre avant de mettre fin au conflit: détruire le Hamas, libérer tous les otages et garantir que l'enclave ne constitue plus une menace pour Israël à l'avenir. Les déclarations du Premier ministre israélien interviennent alors que Tsahal a intensifié ses attaques. En l'espace de 48 heures, au moins 92 Palestiniens sont morts et 200 autres ont été blessés dans des attaques aériennes israéliennes, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Dans le nord de Gaza, une zone résidentielle de la ville de Beth Laïa a été visée par un bombardement faisant 4 morts. 2 camps de réfugiés ont également été touchés par des frappes, l'un au centre de l'enclave à Nuseirat et l'autre dans le sud, près de Khan Younes, faisant respectivement 2 et 10 morts. Parallèlement, Tsahal a déclaré qu'un de ses soldats avait été tué et 3 autres blessés ce samedi à Beth Hanoun, dans le nord de Gaza. Téhéran et Washington entrevoient la tenue d'un 3e cycle de négociations le 26 avril prochain à Oman, dans la péninsule arabique. Les discussions portent sur le programme nucléaire iranien. Les pourparlers de samedi à Rome ont fait bouger les lignes selon le chef de la diplomatie de l'Iran, un pays qui n'entretient plus de relations diplomatiques avec les États-Unis depuis 1980. Cette fois-ci, nous sommes parvenus à une meilleure compréhension de certains principes et objectifs. En fin de compte, il a été convenu que les pourparlers se poursuivraient et que nous passerions à l'étape suivante, à savoir le début des réunions d'experts. À partir de mercredi, des réunions techniques au niveau des experts débuteront à Oman. Cette réunion en Italie a eu lieu une semaine après les premiers échanges à Oman qualifiés de constructifs par les 2 pays.
mais certains experts n'en espéraient pas grand-chose. Cependant, elle pourrait être utile pour établir le cadre des futurs pourparlers, en particulier en termes de calendrier, et pour clarifier les demandes des deux parties. Du côté américain, il s'agit notamment de définir les limites à l'enrichissement de l'uranium et au stockage d'uranium. Du côté iranien, il est nécessaire de ratifier l'accord par le biais du Congrès américain afin de s'assurer qu'il ne sera pas révoqué par un futur président. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, le président américain Donald Trump a relancé sa politique dite de pression maximale contre l'Iran.